Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au Brame du Cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Anne Simon, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de lettres et de philosophie, autrice de l'œuvre Une bête entre les lignes, pour échanger autour de la place de l'animal dans la littérature. Bonjour Anne. Bonjour Nicolas. Roman de renard, Les Fables de La Fontaine, Cro-Blanc, l'animal a-t-il toujours été omniprésent dans la littérature ? Il est omniprésent dans la littérature parce qu'il est omniprésent dans le langage. Je pense que depuis que les humains se sont développés autour du langage, ils l'ont fait en coévolution avec les animaux. Et donc, c'était tout à fait naturel au moment où on a commencé à compter les animaux et ensuite à raconter des histoires, de les inclure dans nos plus grands récits. Avant même de parler de récits et de mythes, d'ailleurs, on peut peut-être parler d'écriture, hein, parce que la naissance de l'écriture, elle s'est faite en liaison avec les animaux. Par exemple, si vous allez en Asie, du côté chinois, eh bien, une des expressions pour dire l'écriture pictogrammatique, les caractères chinois, elle est reliée à un mot que je prononce très mal, xiang, qui veut dire éléphant et qui veut dire image. Et donc, la forme d'éléphant a donné naissance à une certaine façon d'écrire les caractères chinois. Si vous prenez notre alphabet, eh bien, la première lettre A, c'était l'Aleph. L'Aleph, c'est une tête de taureau. Hein, et vous voyez que quand vous faites un A comme ça, si vous le retournez, vous voyez la tête d'un côté et les cornes de l'autre. Le N, encore aujourd'hui, qu'on écrit comme ça, on voit très bien la forme d'un serpent d'eau. D'accord ? Et vous aviez le guimel avec le chameau, le coff qui nous a donné le queue avec le singe, enfin. Donc, notre alphabet est déjà pétri d'animalité. Et puis, je dirais que si on remonte à un des plus grands récits littéraires qui est encore très lu aujourd'hui, qui s'appelle la Bible, eh bien, la première fois que Adam, l'homme, prend la parole, alors c'est au discours indirect, c'est pour nommer les animaux. C'est la première fois qu'il va s'exprimer. Et il va donner des noms aux animaux en fonction de leur forme, de leur allure, de leur chant, de leur couleur, etc. Donc c'est une très belle fiction aussi sur une sorte d'adéquation du langage aux êtres vivants ou aux choses qu'il nomme. Et puis, toujours dans la Bible, eh bien, le passage où pour la première fois, on a un discours direct humain qui est fait, c'est un drôle d'humain parce que c'est un serpent qui a des bras et des jambes. C'est le serpent qui prend la parole pour la première fois. C'est un entre-deux humain-animal. Et puis, celle qui va prendre de la parole de façon directe aussi, c'est Ève, d'accord ? On a un dialogue comme ça, et évidemment, après leur conversation, le serpent sera condamné à ramper, il va perdre tous ses membres. Mais c'est pour vous dire à quel point les animaux sont fondamentaux dans nos récits. Ils apparaissent avant les humains. Le 5e jour, ce sont les grands poissons, les grandes créatures marines et les oiseaux. Le 6e jour, ce sont les animaux terrestres. Adam, androgyne, arrive à la fin. Donc c'est tout à fait passionnant de voir ça. Si on prend les plus grands mythes, on a affaire à des rêves. Je pense qu'un des rêves les plus humains, même encore aujourd'hui, on le voit avec les machines, c'est le rêve de la métamorphose, c'est le rêve de l'hybridité, c'est le rêve d'avoir des pouvoirs que nous n'avons pas, des possibilités de vie que nous n'avons pas, voler, aller sous l'eau, etc. Donc oui, les animaux sont présents dans nos écritures, dans nos mythes, et puis évidemment dans tous les récits, les contes, les fables, qui nous parlent d'un certain état du monde, en quelque sorte. On a souvent recours au symbolisme et à l'anthropomorphisme dans la littérature. On pense au rusé comme un renard, malin comme un singe, fort comme un lion. Est-ce que ça a toujours été le cas et est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Alors, je commencerai par dire que, étant donné que nous sommes des humains, il est tout à fait normal que nous nous exprimions avec des moyens humains
et que nous soyons anthropomorphes en quelque sorte. On ne peut pas totalement sortir de soi. Mais cet anthropomorphisme, c'est pas une tare, c'est aussi une manière de nous rapprocher des bêtes en leur attribuant des affects, des émotions, des sentiments. Donc ça témoigne d'un monde partagé avec les animaux. Et ce serait d'ailleurs extrêmement bizarre que nous soyons la seule espèce à pas être capable d'avoir des relations de compréhension et de familiarité avec d'autres espèces. Quand vous voyez un chien qui communique avec un chat ou avec un cheval, vous ne vous étonnez pas. Donc pourquoi est-ce que nous, on serait une espèce coupée des autres ? Donc voilà, il y a l'anthropomorphisme, mais on est aussi capable de zoomorphisme, c'est-à-dire nous sommes capables de nous transformer d'une certaine manière en animaux. C'est Jean-Pierre Hoth, O2TE, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, qui dit qu'il y a en nous de la nage de la loutre, du vol de l'oiseau, de l'élan du cerf, etc. Tout simplement parce que nous sommes aussi des animaux. Nous sommes effectivement des anthropoïdes, des humains, mais nous sommes aussi des grands primates. Nous sommes aussi des mammifères. Nous sommes aussi des formes vivantes, comme des arbres, comme des fleurs. D'ailleurs, quand on voit certaines fleurs, on voit d'emblée que ce sont des sexes. C'est même évident, je dirais. Donc, l'anthropomorphisme n'est embêtant, je dirais, que quand vraiment on passe son temps à projeter de façon mièvre et un peu idéaliste des affects humains sur les animaux. Mais quand ça nous aide à être en empathie avec eux, à nous mettre dans leur peau, dans leur rythme, eh bien c'est tout à fait fascinant. Et en tant qu'être animé, vous voyez, dans animal, vous entendez animé, animation, doué d'une âme, mais surtout doué de la capacité d'animation, c'est-à-dire de se déplacer, de se mouvoir. Tous les animaux, et même les organismes les plus rudimentaires, d'accord, sont dans un mouvement d'aller et de venir, de fuir et de suivre. C'est le grand phénoménologue, un grand philosophe qui s'appelle Erwin Strauss, qui nous explique qu'il y a un mouvement comme ça d'aller et de retour qui est un mouvement primordial. Et tout ça, évidemment, nous sommes capables de le faire. Quand vous voyez un danseur, il est capable d'avoir des rythmes, des pauses, des accélérations qui nous relient à l'animalité et à des animaux très différents. Est-ce qu'il existe tout de même d'autres façons de parler et de mettre en lumière les animaux ? Oui, alors il y a une infinité de manières de rendre compte des différents modes d'être des animaux. D'ailleurs, vous voyez, moi je ne parle pas d'animalité, je ne parle pas de l'animal. C'était le philosophe Jacques Derrida qui disait que l'animal, il y aurait d'un côté tous les animaux de la planète, puis de l'autre côté les humains. Vous voyez, l'animal qui engloberait des centaines et des milliers d'espèces, et puis nous tout seuls de l'autre côté. Donc le langage humain, il n'a pas été créé juste pour qu'on communique les uns avec les autres et qu'on reste enfermé dans notre petit studio de l'humanité. Il a été créé, évidemment, alors c'est une fiction quand je dis créé, mais nous l'avons développé pour nous mettre en relation avec le monde et mieux le comprendre. Plus vous avez de vocabulaire, et notamment de vocabulaire sensible pour dire le nom des arbres, le nom des bêtes, le nom des fleurs, etc., d'un coup, le paysage devient extraordinairement riche. Donc c'est pas une tare, le langage, tout dépend de ses usages. Et il y a plein de manières de rendre compte des différentes espèces. Alors c'est amusant, vous pouvez être dans les onomatopées. Par exemple, Rachel Carson, celle qui est une grande écologiste américaine qu'on connaît beaucoup dans les années 60 pour avoir écrit Printemps silencieux, c'est elle qui donne l'alerte sur le surusage, l'usage immodéré du DDT, pour peu qu'il y ait un usage modéré, donc des pesticides qui tuent tous les oiseaux et les êtres vivants. Et les hommes aussi. Et les hommes, bien sûr.
Eh bien, Rachel Carson, elle a écrit aussi beaucoup de livres sur la mer et sur l'océan, sur les bords de mer. Elle a écrit un livre notamment qui s'appelle Sous le vent de la mer, qui a été Under the Sea Wind, qui a été réédité il y a pas longtemps. Et elle donne des onomatopées différentes selon les oiseaux. Donc il y en a un qui va faire chip chip chip, qui va être l'orfraie, arc arc arc, qui va être le bec en ciseau, qui est pour le dire vite, qui ressemble un peu à une mouette. Donc elle s'amuse comme ça à utiliser les sonorités brutes du langage pour différencier différents types d'espèces. Et puis elle nous explique aussi qu'il y a des espèces qui ne sonorisent pas leur communication ou leur déplacement, mais qui vont fonctionner par ondes, vibrations, etc. Donc ça aussi, c'est tout à fait intéressant. Il y a des langages qui ne passent pas par le son. Après, vous pouvez avoir des dialogues de bêtes. C'est ce que fait par exemple Colette dans La Ronde des Bêtes et dans Dialogue de Bêtes, où il va y avoir un chien, un chat qui vont parler entre eux de façon assez amusante. Alors là, vous leur attribuez des langages humains. Il y a un autre procédé qui va être de se mettre plus ou moins dans la tête d'un animal en essayant de ne pas toujours traduire ce qu'il ressent. Rachel Carson fait ça, Virginia Woolf aussi, dans Flush, qui est la biographie d'une poétesse américaine vue par les yeux de son cocker. C'est très amusant. Et au lieu de dire Flush sentait par exemple un morceau de viande ou le soleil sur une pierre, elle va d'abord décrire l'effet que ça lui fait sur lui avant de nous donner la solution. Pareil, Rachel Carson va décrire une grande ombre au-dessus de la mer, et ensuite, nous, le lecteur, on se rend compte que le poisson, ce qu'il est en train de voir, c'est la coque d'un bateau, par exemple. Vous voyez, on peut se mettre comme ça dans la tête d'un animal sans l'anthropomorphiser complètement. Et puis après, vous pouvez aussi rendre compte des sensations animales à partir des modifications du paysage, des vibrations du vent, des senteurs des effluves, et donc de transcrire leurs mouvements pour nous donner à percevoir ce qu'ils ressentent sans le nommer par des mots affectifs humains. Vous voyez, donc c'est très complexe tout ça. On parlait il y a un instant de la chatte de Colette, mais on peut également citer Moby Dick ou Le Lion de Kessel. Est-ce que ces grands classiques sont emblématiques de la façon dont les auteurs écrivent et parlent des animaux ? Alors c'est intéressant que vous preniez ces 3 livres, d'une part parce que ce sont des livres extrêmement différents. La chatte de Colette, on est dans l'animal dit familier, familial, une sorte de complicité, de familiarité. C'est un livre très intéressant parce que c'est l'histoire, alors même un peu datée en termes féminins, c'est l'histoire d'une jalousie entre une femme humaine et une chatte pour le même homme. D'accord ? Et donc, ça, c'est très dur, c'est très violent d'une certaine manière, mais c'est très intéressant parce que ça nous montre qu'il y a peut-être des lisières qu'on n'ose pas trop aborder, mais que la littérature qui n'a pas trop de morale aborde, qui est celle de la zoophilie, de ces sentiments troubles que nous pouvons avoir de temps en temps pour les animaux, qui est quelque chose de complètement tabou aujourd'hui. C'est d'ailleurs très amusant parce que les gens dorment avec leurs chiens, câlinent leurs chats. Ils seraient très étonnés de voir aujourd'hui qu'il y a pendant très longtemps, et c'est aussi comme ça qu'on les a domestiqués, on a allaité, les femmes humaines ont allaité des animaux, notamment des petits cochons, des petits loups qu'on donnait les chiens, enfin voilà. Donc ça reste un tabou, moi j'aime bien. Et donc Colette, là-dessus, elle est un peu cliché peut-être sur la jalousie féminine, etc., mais c'est un livre qui est très intéressant. Alors vous avez cité... Moby Dick. Oui, merci. Moby Dick de Melville, le grand livre du 19e siècle. Melville qui était un grand aventurier qui a travaillé très dur sur des bateaux de pêche, donc il savait de quoi il parlait. Et il a donc écrit l'histoire d'un cachalot, et non pas d'une baleine, d'un cachalot blanc comme la page. Et ce qui est fascinant dans Moby Dick, c'est que c'est l'histoire d'un animal qu'on ne voit jamais. C'est des centaines et des centaines de pages où l'auteur essaye, ou le narrateur essaye de comprendre qui est Moby Dick,
qu'est-ce que c'est qu'un cachalot, qu'est-ce qu'on en fait, où il est. Et il y a une sorte de folie du capitaine, qui est le capitaine Achab, un roi maudit de la Bible. Et ce capitaine Achab, il veut se venger de Moby Dick et il est obsédé par lui. Alors, soit vous vous dites que Moby Dick est un emblème de la folie, de l'inconscient, de la pulsion de mort, du désir, etc., un peu morbide, etc. Soit vous dites que c'est un vrai cachalot. Et là, c'est très intéressant aussi, parce que en sortant Moby Dick de l'allégorie, vous vous rendez compte que c'est un très grand récit aussi sur ce que ça a été que la chasse aux grands cétacés au XIXe siècle. Et quand Moby Dick apparaît à la fin du roman, eh ben, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais c'est tout à fait intéressant. C'est la première fois qu'il apparaît et c'est la fin du roman. C'est l'histoire d'une quête. Vous voyez, on avait la familiarité, la complicité avec Colette, et là, c'est l'animal énigmatique par excellence. C'est le mouvement du désir humain qui s'auto-engendre lui-même et qui prend la forme, non pas d'un animal, mais d'une fuite. Donc ça, c'est très beau. Et puis, vous me parliez du Lion de Joseph Kessel, qui a été pendant très longtemps le grand roman de l'aventure, le grand roman de la nature vierge, d'une Afrique complètement fantasmée, représentée comme un Éden. On est dans un parc naturel au Kenya. Une petite fille, Patricia, est une petite Anglaise qui est une sorte d'intercesseuse, de fée en quelque sorte, qui crée le lien entre les humains et les animaux. Elle est capable, parce qu'elle a été élevée avec un lion, une fois qu'elle grandit et que le lion est devenu adulte, de jouer avec lui, même d'avoir des relations un peu troubles là aussi avec lui. Et puis un jour, il va y avoir un drame parce qu'un guerrier Maasai va s'en mêler. C'est un livre extraordinaire en termes stylistiques pour décrire ce que c'est que le monde dans lequel on ne peut pas rentrer, que le monde de la sauvagerie absolue, le monde des autres. Vous voyez, Patricia, elle peut y entrer, mais le narrateur, il y parvient à peine à rejoindre cette espèce d'Éden complètement pur. Et de l'autre côté, c'est aussi un roman incroyable sur le colonialisme, ce qu'on appelle le colonialisme vert, qui a été, c'est un historien qui s'appelle Guillaume Blanc, qui a écrit un livre sur le colonialisme vert, ce moment où on crée des réserves naturelles en Afrique, donc pour les réserver déjà pour des grandes chasses, d'accord, destinées aux Blancs ou aux Africains fortunés, et pour empêcher les gens qui vivaient de subsistance dans ces endroits-là de chasser les animaux qui sont devenus des espèces protégées. Et donc, on voit très bien comment le directeur du parc, qui est par ailleurs un personnage très positif dans le roman, un ancien chasseur reconverti dans la conservation et la préservation des espèces et du patrimoine, a aussi une façon de considérer les Africains qui est complètement délirante pour nous aujourd'hui. On parle de photographe animalier, on parle de vidéaste animalier. Est-ce qu'on peut parler d'écrivain animalier ? Alors, nous, on n'en parle pas tellement quand on fait de la zoopoétique ou des études animales littéraires. L'écrivain animalier, ça sent un petit peu sa vieille France, ça sent un peu le rance. C'est l'écrivain qui faisait d'un animal le personnage central de son œuvre, et souvent cet animal était celui qui racontait l'histoire. Alors, est-ce que la comtesse de Ségur, dans Les Mémoires d'un âne, est un écrivain animalier ? On l'a dit souvent à propos de Black Beauty, qui était l'histoire d'un cheval qui racontait son histoire. Est-ce que Léon Tolstoï, dans Le Cheval, est un écrivain animalier ? J'en suis pas sûre. Et moi, ce que j'aime pas dans cette expression, c'est qu'elle nous fait croire que quand on a un poème ou un récit qui nous parle d'animal, ça ne parle que de ça. Or, la plupart du temps, ça parle aussi de paysages, d'éléments, de souffle, de vibrations, de politique, on vient de le voir avec Kessel, d'idéologie, on l'a vu avec Colette aussi. Voilà, nous, on n'emploie pas tellement cette expression. Vous évoquiez le terme zoopoétique il y a un instant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concept ? Oui, la zoopoétique, en fait, c'est
C'est un terme que j'ai repris au philosophe Jacques Derrida dans une conférence qu'il avait prononcée à la fin des années 1990, qui s'appelait « L'animal que donc je suis ». L'animal que donc je suis, finalement, après des siècles de philosophie, oui, et de religion, et de dogme, oui, finalement, je serais peut-être quand même bien un animal. Hein, Darwin est passé par là. Peut-être que les humains, on est bien des animaux remplis d'autres animaux, d'ailleurs. Hein, on a quand même des acariens sur nos mains et parfois des poux dans les cheveux. Et puis, d'autre part, c'est l'animal que donc je suis, à la poursuite duquel, comme Moby Dick, comme Kafka, etc., je vais. D'accord. Et Derrida, dans cette conférence, emploie le mot zoopoétique justement à propos de Kafka, où il y a beaucoup d'animaux complètement fantasmagoriques, qui sont des espèces d'émanations de l'inconscient de Kafka, et qui en même temps sont des animaux très réels. Il avait une phobie des souris, des rats, et il y a des relations extrêmement violentes de Kafka et de ses rongeurs. Et la zoopoétique, j'ai repris ce terme il y a environ 25 ans, pour essayer de créer une focale animale, c'est-à-dire que je voulais qu'on lise les livres à partir de ce verre optique-là, pour plusieurs raisons. D'abord, on se rendait compte qu'il y avait un nombre incroyable d'animaux dans nos bibliothèques. Une bête entre les lignes, c'est une bête entre les lignes de nos livres, une bête entre les lignes de nos cultures. Qui est l'un de vos livres, une bête entre les lignes. Exactement. Je précise. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et on a même une bête entre les lignes de nos mains. D'accord ? Non seulement parce qu'il y a des bestioles dessus, mais aussi parce que notre vie, elle est en permanence croisée par des animaux que certaines personnes emmènent chez le psy, pour lequel ces personnes vont avoir un emploi du temps complètement formaté sur leur animal familier. Parfois, elles vont les enterrer à Asnières, dans le cimetière pour animaux domestiques. Il n'y a pas de mépris là-dedans. C'est très intéressant, ces pratiques-là. Et donc, la zoopoétique, c'est l'idée qu'on allait regarder la culture, notamment occidentale. Moi, je dis toujours les cultures occidentales au pluriel, parce que ça n'a aucun sens d'en faire un tout. Homogène. Et on se rend compte dans ce cas-là que la nature, les éléments animés, les rivières, les marais, les sols mouvants, les fuites animales, elles sont permanentes. Quand vous écoutez Jacques Brel, Le plat pays, avec la mer du Nord, etc., le personnage principal, c'est la mer du Nord, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, et d'un coup, on a une histoire humaine qui se met en route, qui suit le long d'un fleuve ou d'une rivière. Et donc, dans nos poésies, dans nos chansons, dans nos fables, nous éduquons nos enfants avec les animaux. Et je me disais, on va aller voir donc toutes ces bêtes qu'on n'a pas repérées parce qu'on ne les regardait pas, chez Zola, chez Sartre. Il y a des animaux en permanence. Zola était un très grand défenseur des animaux. Au XIXe siècle, c'est la naissance des sociétés de défense des animaux. Victor Schœlcher, qui était contre l'esclavagisme, a été lui aussi un grand défenseur des animaux. Il ne faut pas là y voir une surimpression nauséabonde. Au contraire, il y avait aussi chez Jules Michelet, le grand historien, l'idée que le peuple, il y avait encore des êtres vivants qui étaient aussi malmenés que les gens du peuple, et qui étaient, par exemple, les chevaux qui devenaient aveugles dans les mines. Il y avait l'idée que chez les très très grands auteurs, il y a des animaux qu'on n'a pas vus. Par exemple, Proust. On pense toujours que c'est l'écrivain de la sociologie, du mélange de l'aristocratie et de la bourgeoisie qui s'effectue à la fin du 19e et du début du 20e siècle, ou le grand écrivain de la jalousie, de la psyché, de Sodome, de l'homosexualité. Et en réalité, il y a des animaux partout dans son œuvre. Seulement, on ne les repérait pas parce que soit ce sont des vrais animaux qui passent un peu à l'as, il y a une salamandre, un poisson dans une assiette, ou des têtards, des oiseaux, etc. Mais ils sont partout. Et on a l'impression qu'ils sont anecdotiques, mais ils sont tout le temps là. Soit il y a des animaux très particuliers qui sont partout, cette fois, dans le roman de Proust, et ce sont les humains. Bloch est comparé à une hyène. Argencourt, l'ennemi personnel du narrateur, est comparé à une larve plus vibratile que remuante quand il est devenu vieux. C'est tout à fait passionnant parce qu'on a chez Proust les animaux réels d'un côté, les animaux allégoriques de l'autre. C'est lui qui vous a amené à ce champ de recherche ? Exactement, parce que j'ai fait ma thèse dans les années 90, il y a bien longtemps, sur Proust et l'expression du corps, l'expression des sensations.
et les auditeurs et les auditrices pourront faire l'essai, c'est toujours intéressant de se dire, tiens, je vais écrire un texte sur une sensation assez primale que j'ai quand on aime manger tel aliment, ou quand on pose sa main, par exemple, sur une poignée de porte, ou la façon dont on est assis, etc. Ou quand on a un enfant dans les bras, qu'est-ce qu'on ressent. Et puis, on va se rendre compte qu'on peut écrire un haïku, donc un petit poème de 4 vers, on va dire, ou au contraire qu'on peut faire un roman complet de 300 pages, parce que telle sensation, comme chez Nathalie Sarraud, va nous amener vers une autre sensation, qui va nous amener vers une autre sensation. Et en réalité, nous avons des corps qui sont tout le temps signifiants. Et donc, je m'étais intéressée sur en quoi le langage humain, qui est un comble de l'espèce humaine, qui est une de nos capacités les plus extraordinaires que nous ayons. Nous sommes capables d'employer des métaphores, des symboles, des allégories, de faire des jeux de sonorité incroyables. En quoi ce langage humain, qui est notre spécificité, est aussi capable de rendre compte de ce que nous avons de plus charnel, à savoir notre corps. Et de là, évidemment, je suis passée au corps des animaux. Donc les animaux chez Proust, les animaux chez Giono, chez beaucoup d'autres auteurs et autrices. Chez Duras, par exemple. Il y a énormément d'animaux aussi. Comment ça a été perçu il y a 25 ans, votre intérêt particulièrement pour l'animal dans la littérature ? Alors ça m'a quand même permis d'entrer au CNRS. Donc je suis très reconnaissante parce qu'à l'époque, c'était les philosophes et les littéraires qui étaient mélangés. Et la philosophie est liée à la question animale depuis l'aube de la philosophie. Depuis qu'il y a Socrate, Platon, etc., Lucrèce. La philosophie définit l'humain comme un animal raisonnable, un animal qui sait rire, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est une grande question philosophique depuis des millénaires. En revanche, en littérature, c'était le domaine du folklore, du roman symbolique, un truc de bonne femme ou pour enfants, de la paralittérature. Bref, on était dans le domaine d'une littérature pas forcément hyper intéressante, les contes, les fables, mais enfin, que moi j'adore, évidemment. Et donc, il y avait des gens qui travaillaient de façon individuelle sur les animaux en littérature, mais rien n'avait été créé au niveau collectif. Et donc moi, je me suis dit qu'avec la zoopoétique, avec ce mot savant, d'accord, que me livrait le philosophe Jacques Derrida, j'allais pouvoir, avec d'autres, fédérer des études autour de ces questions-là. Et dans zoopoétique, vous entendez 2 mots assez faciles à comprendre en réalité. Le zoion d'un côté, quand vous allez au zoo, quand vous faites de la zoologie, vous sentez bien que ça parle d'animaux, d'accord ? Donc le zoion, dans la Grèce antique, ça veut dire les êtres vivants, mais ça veut dire aussi surtout ce qui est doué de mouvement. D'accord, de motilité. Alors, qu'est-ce qui est doué de mouvement dans la Grèce antique ? Les cieux d'abord. Si vous regardez le ciel, vous avez des astres, des étoiles, des planètes qui se baladent, d'accord, qui étaient accrochées à des sphères. C'est la musique des sphères. Donc, on pensait que les étoiles et les planètes étaient accrochées à des sphères et que les sphères bougeaient, que c'était pour ça qu'on voyait le ciel bouger. Et on entendait la musique des sphères. Donc, le cosmos était chantant, en quelque sorte. Mais en tout cas, ils étaient considérés comme faisant partie du zoion. Les démons, les dieux, Hermès qui fait le dieu des carrefours, vous savez, qui a des petites ailes au talon, un petit casque ailé, c'est celui qui fait le lien entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Et donc, voilà, lui, il fait partie du zoion. Les humains, nous sommes capables de bouger comme les animaux, alors que peut-être que les végétaux ne faisaient pas partie du zoion. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que selon que vous êtes dans la Grèce antique ou aujourd'hui, vous n'allez pas classer les êtres de la même façon. Par exemple, les quadrupèdes, ça fait partie de l'imaginaire biblique et de l'imaginaire grec. Les mammifères n'existent que depuis le XVIIIe siècle, depuis Linné. Donc voilà, le zoion d'un côté, ce sont les êtres vivants ou doués de la capacité de se mouvoir. Et puis, de l'autre côté, dans poétique, vous entendez la littérature, la poésie. Poiein en grec, ça veut dire fabriquer, faire. Donc c'est vraiment l'idée que j'allais voir comment on fabrique de la littérature avec de la vie, avec des êtres vivants doués de mouvement. Et de quelle façon cette zoopoétique peut-elle nourrir notre position de lecteur ? Alors, je crois que ça peut être très intéressant de se dire, tiens, quand je vais voir un film, comme Les Bêtes du Sud sauvage, par exemple, qui est un très beau film, ou quand je vais lire un roman policier, ou un roman d'épouvante du Stephen King, par exemple, It, ça, de Stephen King, ou Cimetière, qui fait très peur,
au lieu de vous attarder uniquement sur les humains, sur l'histoire qui est narrée, vous allez vous dire, mais pourquoi à ce moment-là, il y a un chat qui traverse la route? Pourquoi machin nous parle d'un poisson ou d'un oiseau à ce moment-là? Et vous allez vous rendre compte que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de très très grands auteurs dans lesquels on n'attend pas d'animaux, alors qu'il y en a plein, mais on n'était pas capable de les repérer parce qu'on ne les cherchait pas. Il y a des auteurs mineurs qui vont devenir des auteurs totalement géniaux parce qu'ils ont une capacité de parler des animaux que n'ont pas les autres. Donc, Maurice Genevoix, par exemple, sur le cerf, Henri Bosco. C'est magnifique, il faut relire Henri Bosco, Le renard dans l'île, L'enfant et la rivière, mais c'est tellement beau, on est dans une sorte de réalisme magique. Ou même il y a eu Dana Owen récemment, Le chant des écrevisses. Vous avez des auteurs mineurs comme Louis Pergaud. Vous savez, on connaît beaucoup La guerre des boutons, Poil de carotte, mais il a fait surtout de Goupil à Margot. Je conseille vraiment de lire ça. C'est très cruel, hein. C'est très cruel comment réagit, comment se mettre dans le mental d'une pie enfermée dans une cage par des humains avinés. Eh ben, il y réussit de façon extraordinaire en nous présentant l'espace qui est complètement disloqué. Nous, on comprend qu'il y a des visages qui s'approchent d'elle, mais elle voit, ce qu'elle voit, c'est pas des visages, c'est des espèces de formes monstrueuses. Donc, des très grands auteurs qui écrivent sur l'animal, des minoresses, des auteurs qu'on va remettre au goût du jour pour montrer qu'il y a de l'animalité dans leur œuvre. Et puis, je ne sais pas, Jean Giono, pour moi, c'est un des plus grands auteurs du XXe siècle, qui va introduire, par exemple, le cerf, évidemment, dans son œuvre. Je pense au Chant du monde et dans Que ma joie demeure. On a des taureaux et des cerfs extraordinaires, parce que des taureaux extrêmement sauvages, mais un cerf qui est à moitié apprivoisé, c'est un cerf de cirque, que un des personnages du roman va faire monter dans la montagne, là où les êtres humains sont extrêmement solitaires, sont dans un état de déréliction absolue. Il n'y a plus de communication entre eux, ils sont coupés du monde. Ils ont donc besoin d'un intercesseur, d'un intermédiaire, d'un cerf qui est à la fois un être de la sauvagerie, mais qui, parce qu'il a été domestiqué, peut leur apporter cette sauvagerie sans que ce soit trop violent pour eux. Donc c'est très rare de voir un cerf domestiqué en littérature, et Giono a réussi à le faire. D'autre part, vous avez aussi toute une poésie qui traite de l'animalité. Chez Francis Ponge, qui va nous parler de l'huître ou de la crevette. Donc vous voyez, des animaux, c'est ce que j'appelle l'infra-animalité, une animalité inférieure en taille et en valeur à l'animal, croit-on. Et puis en réalité, toutes ces petites bêtes, elles jouent un rôle très important en littérature. Au niveau politique, par exemple, on a Les Mémoires d'un rat de Andrew Zaneski, qui était un des livres préférés de Johnny Hallyday, et qui est un livre extrêmement intéressant. Andrew Zaneski est né, je crois, en 1940. Il a dû se réfugier dans des souterrains pendant plusieurs mois avec sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fini ensuite par se souvenir de tout cela et par écrire une histoire de rat, où on est donc dans la peau d'un rat et avec des dévorations très perturbantes. Voilà, l'animalité, ça nous oblige parfois à sortir de la familiarité. Il y a de grands écrivains de la domesticité. Il y a comme Marie-Hélène Lafon, par exemple, pour La Campagne, des grands écrivains de ce que c'est que se sentir bien avec un chat, et de ce que peut nous apporter la douceur d'un chat. Et je pense à L'Enfant chat de Béatrice Beck, B-E-C-K, ou à des ouvrages de Jeanne Sautière, par exemple. Et puis, vous avez des écrivains du malaise, du trouble, de ces animaux qui nous sont à nos lisières et qu'on n'a pas forcément envie de fréquenter, comme le cafard. Et là, je pense à Clarice Lispector et à La Passion selon G.H., l'histoire d'une femme qui range son appartement et qui voit un cafard, un énorme cafard, on est en Amérique du Sud. Et là, elle l'écrase. Et ça, c'est une grande erreur. Et voilà, parce qu'après, elle se dit qu'elle a écrasé une vie. Enfin. Donc, vous voyez, il y a tout un côté social,
psychique, politique dans le rapport des écrivains et des écrivaines à l'animalité. Il y a un livre que j'aime beaucoup, un roman de Henrietta Rose Inès, publié aux éditions Zoé, qui s'appelle Ninive. Ninive, c'était une ville horrible dans la Bible qui a été détruite et puis complètement... Donc dans la Bible, c'est très joli, c'est décrit par Sophonia, qui est un prophète. Il dit, il n'y a plus rien, il y a juste de vagues chambranles de portes et de montants de fenêtres où les animaux sauvages, les oiseaux se perchent, ont pris possession de cette ville qui était un immense empire et qui est devenue plus rien. Et Rose Inès, cette écrivaine sud-africaine, en fait le titre d'un de ses livres. C'est l'histoire près du Cap d'un promoteur qui veut construire une ville blanche, une ville riche, parfaite, propre. Et en fait, il y a des petits coléoptères qui vont semer la pagaille dans cette ville. Et ces coléoptères, ce sont évidemment des êtres des marais, des espèces d'insectes, des nuisibles en quelque sorte. Mais que faire des nuisibles quand ils existent? Est-ce qu'ils sont vraiment des nuisibles? Est-ce qu'ils n'ont pas une beauté par eux-mêmes aussi? Est-ce que vous auriez un livre à nous recommander autour de l'animal? Alors, il y en a plusieurs. Il y aurait Le Pèlerin de John Alex Baker. Vraiment, pour ceux qui aiment les oiseaux, c'est le livre à lire. De même que Hélène MacDonald, qui a écrit H comme Hawk, M comme Mabel en français, sur la difficulté à domestiquer un oiseau de proie. On a Jacques Lacarrière qui, sur les toutes petites bêtes, a écrit un livre incroyable qui s'appelle Le pays sous l'écorce. Qu'est-ce que j'ai encore dans ma besace à vous conseiller? Oui, Jacques Roubaud, Les animaux de tout le monde. C'est un très très beau recueil de poèmes. Et puis, il y a pas mal de livres politiques sur l'élevage industriel. Isabelle Sorante, par exemple, 180 jours sur l'élevage industriel. Ou Lucie Ricot, Le chant du poulet sous vide, je trouve ça très beau. Et pour terminer sur des notes plus amusantes, drôles et en même temps qui dépotent bien, eh bien on aura Jean Rollin, Un chien mort après lui, l'histoire d'un narrateur un peu dingue qui est Jean Rollin, hein, qui fait le tour du monde à la recherche des chiens errants. Et c'est à la fois drôle et en même temps c'est le portrait géopolitique de notre monde contemporain, parce que les chiens errants c'est uniquement dans les endroits qui vont pas très bien. Et puis Antoine Volodine, je vous conseille vraiment Nos animaux préférés. C'est très drôle, très cruel et très fantasmagorique. Et évidemment votre propre livre, Une bête entre les lignes. Ah bah ça c'est gentil, merci. Merci beaucoup à vous Anne Simon d'avoir été avec nous pour échanger autour de la place de l'animal dans le monde de la littérature. Merci beaucoup Nicolas Salé pour votre patience et votre écoute.